Bonjour, bienvenue à votre magazine Dans la Vallée. Aujourd'hui, nous traitons d'aide à domicile avec Mme Brigitte Réaume du 6 de la Montérégie-Est. Nous rencontrons quelqu'un qui connaît beaucoup de mots, Mme Diane Pouliot du club de Scrabble, les mots hilarants. Et enfin, nous terminons sur une note très positive avec M. Rosa Turcotte du club optimiste de Belleuil. Nous débutons à l'instant. Dans la vallée, TVA9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVA9, c'est nous. Dans la vallée. Demeurer à domicile lorsqu'on est en convalescence, qu'on a besoin de soins ou d'assistance, c'est pas toujours facile. L'aide est disponible, comme nous l'explique Mme Brigitte Réaume, qui est coordonnatrice aide à domicile et partenariat soutien à domicile pour le 6 Montérégie-Est. Bonjour, Mme Réaume. Bonjour. On croit connaître ou comprendre l'aide qui est disponible, mais je suis certain qu'il y a des choses qu'on connaît moins. Peut-être vous nous résumer qu'est-ce qui est possible et disponible dans ce domaine-là. Effectivement, par rapport au soutien à domicile, souvent, les personnes en perte d'autonomie, il faut comprendre que nous, on va prendre en charge, dans le fond, et accompagner les gens qui sont en perte d'autonomie, soit liés au vieillissement ou encore dû à une déficience physique. Donc, souvent, les gens ont souvent une méconnaissance peut-être des services qu'on peut leur offrir dans la communauté, qu'on peut leur offrir via nos services de soutien à domicile, dans nos 7 CLSC qui couvrent l'ensemble du territoire du 6 de la Montérégie-Est. Donc, souvent, les personnes en perte d'autonomie ont de la difficulté à savoir ce qui peut leur être offert en termes de services. Effectivement, on a un éventail varié de services au niveau du soutien à domicile qui peut être des services professionnels, premièrement, par nos professionnels du soutien à domicile qui peuvent être soit ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, nutritionnistes, inhalothérapeutes, infirmières, pour ne nommer que ceux-là. On peut aussi offrir des services d'assistance personnelle au niveau des activités de la vie quotidienne par nos auxiliaires au niveau de la santé et des services sociaux, qui peuvent aussi aller au domicile des personnes aidées là, quand il y a une perte d'autonomie significative qui est là. Mais on a aussi tout un partenariat à l'externe avec soit nos centres de jour, nos organismes communautaires avec qui aussi on est affilié, plusieurs partenaires dans le fond qui peuvent offrir là, de l'aide directement aux personnes qui en ont besoin. Et cette aide-là, c'est pour des situations, comme vous avez mentionné, en perte d'autonomie. Oui. Mais est-ce que vous couvrez à la fois des situations temporaires et long terme? Parce qu'on peut penser à quelqu'un peut-être qui a subi une chirurgie et qui Effectivement. vit une situation temporaire. Là, Oui, effectivement, on peut être amené à s'impliquer de façon temporaire auprès des usagers, comme on peut l'être de façon permanente. Bien sûr, des gens qui vont avoir une situation qui est plus une maladie dégénérative, on va être là avec eux pour les accompagner tout au long, dans le fond, là, de leur maladie et de l'évolution de leur condition, mais aussi des gens qui auraient effectivement une condition temporaire suite à une chirurgie, comme vous le dites, qui auraient besoin de support parce que soudain n'est plus en mesure là, d'assurer certaines activités de la vie quotidienne, que ce soit peut-être se laver, parce que la personne pourrait avoir une écharpe une écharpe pour le bras, aurait de la difficulté là, à rejoindre peut-être les membres inférieurs pour se laver. On pourrait effectivement offrir du support temporaire à ces usagers. Et ce service-là s'adresse à tous, dans des situations évidemment où on a besoin. Comment ça fonctionne? On doit passer par un professionnel de la santé pour obtenir vos services? On vous contacte directement? Dans le fond, effectivement, les usagers qui sont pris en charge au niveau du soutien à domicile, les usagers de 18 ans et plus qui sont en perte d'autonomie, comme je le disais tantôt, soit liés au vieillissement ou liés à une déficience physique, nous avons 7 CLSC qui ont des accueils ou des guichets, portes d'entrée, dans le fond, pour avoir accès à nos services. Et les usagers, leur famille, leurs proches aidants, quelqu'un d'un organisme aussi qui les connaît, peut faire une demande, dans le fond, directement à ces accueils guichets pour recevoir de l'aide. Et nous, dans le fond, nos accueils guichets vont faire l'évaluation de la situation au complet, vont valider, dans le fond, le professionnel qui est le mieux outillé pour aller rencontrer l'usager et évaluer sa condition. Et ensuite, la prise en charge va se faire là, du côté du soutien à domicile. Et comme vous avez mentionné, la prise en charge peut être faite
par vos propres professionnels? C'est toujours Ou- fait par nos professionnels. Au départ, Au départ. effectivement, Ah, et- l'évaluation est toujours faite par nos professionnels directement parce que c'est eux qui vont aller évaluer la perte d'autonomie puis d'aller voir aussi où sont les enjeux. Dans le fond, nous, on veut accompagner les personnes aînées ou les personnes en perte d'autonomie où il y a des enjeux dans leurs conditions actuelles. Fait que c'est sûr que ça va être différents professionnels qui peuvent être amenés à intervenir en premier. L'infirmière, par exemple, pour quelqu'un qui aurait des besoins au niveau santé physique. La nutritionniste, par exemple, pour quelqu'un qui serait en perte de poids importante liée à de la dénutrition, par exemple. Fait que ça va vraiment dépendre, dans le fond, de l'enjeu principal au départ pour qu'on détermine le professionnel qui va être le premier. Et sinon, vous faites appel pour de l'aide, vous pouvez faire appel à des partenaires du milieu. C'est ça? Dans le fond, une fois qu'on a évalué la condition de l'usager, les intervenants pivots au CLSC, qui sont les intervenants responsables, dans le fond, du suivi avec les usagers, c'est là qu'ils vont valider les services qui sont requis pour l'usager. Qu'est-ce qui est requis pour cet usager-là? Et là, on va toujours regarder c'est qui le meilleur partenaire à s'affilier pour donner l'aide. Des fois, ça va être nos auxiliaires familiales et sociales qui vont aller faire l'aide à domicile, alors que d'autres fois, on va s'adjoindre de partenaires, par exemple, de partenaires de répit, que ça serait les coops, tu sais, ça pourrait être les coops d'entretien ménager, ça pourrait être nos, tu sais, sociétés Alzheimer. Donc, on va aller s'adjoindre des meilleures personnes qui peuvent venir, dans le fond, aider là, dans le quotidien la personne selon sa perte, selon ses pertes. Maintenant, si je suis en perte d'autonomie, mais il y a Oui. quelqu'un chez moi, ma conjointe ou quelqu'un qui peut m'aider, est-ce que ça veut dire que je ne serais pas admissible à ce genre de soutien ou moins admissible? Absolument pas, absolument pas. Dans la refonte de la politique chez Soi le premier choix, il y a une très grande emphase qui a été mise sur les personnes proches aidantes. Nous, dans le fond, on le sait, s'occuper de quelqu'un et aider Oui. quelqu'un qui est en perte d'autonomie, c'est quand même assez demandant dans le quotidien. Donc, non, on est effectivement là pour donner du support, pour accompagner la personne proche aidante. On a des centres de jour sur l'ensemble de notre territoire. On a 7 centres de jour où les usagers en perte d'autonomie peuvent aller passer des journées où ils vont recevoir de la stimulation et autres. Ça donne des périodes de repos, justement, à la personne proche aidante. On a aussi des organismes de répit qui nous aident en allant faire du répit à domicile. Donc, non, on a une très grande attention qu'on porte là, au niveau des personnes proches aidantes pour les supporter parce qu'on le sait, on dit souvent que ça prend une famille pour, tu sais, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça Ouais. prend aussi un village pour s'occuper de nos personnes aînées. OK. C'est quoi les principaux freins? Qu'est-ce qui fait que les gens hésitent à demander de l'aide? Souvent, les gens ont l'impression que leur condition, que leur situation n'est pas assez importante. Ou souvent, ils vont penser que « Ah ben non, j'ai des gens autour de moi, tu sais, qu'est-ce que j'ai à me plaindre un Ouais. peu? Pourquoi je demanderais de l'aide? » Nous, on dit aux gens qu'on préfère être là avec eux et les accompagner en amont de leur situation, dans le fond, parce que ce qu'on veut, c'est être là avant que les situations peut-être plus désagréables se produisent, justement pour pouvoir aider avant que tout ça arrive. Puis on va pouvoir supporter puis éviter des fois là, tu sais, l'épuisement qu'il peut y avoir justement chez une personne proche aidante. Donc non, les gens ne devraient pas ressentir de frein là, à communiquer avec nous. Au besoin, nos intervenants vont les référer à d'autres organismes si jamais leur situation requiert autre service. Mais non, ça nous fait plaisir de pouvoir quand même accompagner les gens. Et il n'y a pas cette petite crainte-là de dire « Ah, le système de santé surchargé, donc je n'irai pas demander de l'aide, ça va me prendre... mon Absolument aide. pas, absolument pas. Et quelqu'un, dans le fond, qui est à domicile et que, justement, va peut-être retarder de faire appel à nous, bien, sa situation pourrait se dégrader encore plus du fait qu'il va se retrouver à l'hôpital, va se retrouver dans une condition encore plus laborieuse. On préfère, comme je le dis, être là en amont. Donc, malgré la surcharge du système de santé, on est là. Eh bien, je pense qu'on invite les gens à ne pas hésiter, faire appel, Effectivement. téléphoner. Oui, On entre en contact, puis... on pose les questions. On pose des questions, on va voir si on est Effectivement. admissible. Alors, écoutez, Madame Brigitte Réaume, je pense que c'est une belle invitation que vous faites aux gens, de dire prendre soin de soi, prendre soin de nos proches, puis de faire Effectivement. en sorte qu'ils demeurent le plus longtemps possible à la maison. Oui. Merci d'être venu nous décrire tous ces services-là ce matin. Ça me fait plaisir. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe. Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme.
On pourrait dire de notre prochaine invitée que c'est une femme de lettres. Chose certaine, elle en place beaucoup. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Diane Pouliot, qui est directrice du club de Scrabble Les mots hilarants. Bonjour, Mme Pouliot. Bonjour, M. Pelletier. Est-ce que ça fait longtemps que le club Les mots hilarants existe? C'est un tout nouveau club. En fait, il est né en mars 2024, donc tout juste 6 mois. Tout chaud. Tout chaud. Et dites-moi, comment ça fonctionne? Ou juste, ce sont des rencontres, des gens qui viennent compétitionner, jouer ensemble? Ce sont des rencontres hebdomadaires chaque mercredi à Mont-Saint-Hilaire. Et c'est ouvert à toute personne qui sait lire, écrire en français, évidemment. Oui. Et les enfants sont les bienvenus, les personnes âgées. En fait, la plus jeune a 10 ans et la plus âgée a 80 ans. Donc, c'est un réel plaisir de voir les réactions entre les différentes générations. Et c'est un plaisir autant pour les plus jeunes que les plus âgés. Je trouve ça formidable d'avoir une telle fourchette d'âge. Est-ce qu'il y a plusieurs participants? Nous avons une vingtaine de personnes qui viennent jouer avec nous. Ouais. Pas nécessairement toutes les semaines, parce que c'est vraiment un loisir et ça doit rester un loisir, pour la plupart du moins. Et nous avons 15 membres, c'est-à-dire 15 personnes qui ont une carte de membre de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble et dont notre club fait partie, mais ce n'est pas obligatoire pour venir jouer avec nous. OK. Mais qu'est-ce qui fait qu'on veut avoir on veut être membre de la Fédération ou pas membre de la Fédération? Il y a des avantages, par exemple, si on veut faire de la compétition, on reçoit un magazine, on a différents avantages financiers pour acheter du matériel parfois. Il y a quand même une bonne liste d'avantages à en faire partie. Okay. D'accord. Et sinon, on peut aller jouer tout simplement Sinon, chez on vous? peut venir chez nous. C'est la formule duplicate, ce qui est très différent ce qui est très différent du classique. En fait, le classique, c'est la méthode que les gens adoptent souvent dans la maison avec les amis, avec la famille. On est plusieurs autour d'une grille de Scrabble. Tandis que le jeu duplicate, chacun a son propre jeu. On en a un exemple ici, c'est un jeu aimanté. Et puis, la différence, c'est qu'on peut s'imaginer dans une classe ou une grande salle, il y a quelqu'un qui anime en avant, et chaque personne a son propre jeu, et l'animateur pige 7 lettres, et tous les joueurs prennent les mêmes 7 lettres pour, avec un certain délai, habituellement de 3 minutes, on trouve le meilleur mot possible selon nos connaissances, selon ce qu'on voit. Ça élimine le hasard qui fait que moi, j'ai pris un paquet de lettres qui n'ont pas d'allure et que mon compétiteur a toutes les bonnes lettres. Ça évite le fait, justement, qu'on se retrouve seulement avec des consonnes ou seulement des voyelles, ou, par exemple, que notre adversaire a toutes les lettres qui sont payantes, qu'on dit payantes, les lettres à plusieurs points, donc W, X, Y. Et à ce moment-là, on va entendre dire « Ah, ben moi, j'ai pas bien joué, mais c'est parce qu'il y avait toutes les belles lettres. » Donc, au duplicate, ça n'arrive pas. Tout le monde a les mêmes lettres. Okay. Et puis, ça évite aussi que le temps d'attente soit trop long, parce qu'on a tous déjà joué au classique. On sait que parfois, qu'il y a des joueurs que c'est très, très long. On a le temps de faire des mots croisés avant qu'il joue son mot. Ça n'arrive pas au duplicate. Mais vous disiez que vous avez des joueurs, joueuses, qui vont de 10 ans à 80 ans. Et puis, en fait, vous en avez à peu près tous les âges. Toutes les décennies. Toutes les décennies sont représentées chez vous. Ils ne doivent pas être du même niveau, il me semble. On ne doit pas compétitionner sur le même niveau dans la soirée. Non, mais ce n'est pas vraiment important au duplicate. Parce qu'on vient aussi pour le côté social, on vient pour le loisir, et on vient aussi pour s'améliorer soi-même. Donc, comme on joue, je vous disais, avec l'aide d'un logiciel, chaque joueur trouve son mot qu'il écrit sur sa feuille qu'on appelle une feuille de route. Oui. Et puis, dans la deuxième colonne, on va écrire le mot qui a été choisi, qui a été retenu par l'animateur en avant à l'aide du logiciel. Okay.
Et en fait, quand les personnes arrivent, parfois, ils vont dire « Oh, moi, il n'y a plus personne qui veut jouer avec moi, je suis trop fort, personne n'arrive à me battre. » Et puis, ils arrivent au club, puis c'est une autre histoire. Parce qu'avec le logiciel, là, c'est plus la même chose. Parce qu'on se compare au logiciel. Donc, si une partie, par exemple, au total, comportera 1000 points, Oui. et vous en avez fait 500, vous avez 50 Oui. de ce qui était possible de faire. Et c'est souvent ce qui arrive quand on débute, même 30, 40, 50 parce qu'au début, il y a aussi la technique qu'il faut apprendre. Donc, on est concentré là-dessus et ça prend un certain temps avant de performer. Et en fait, c'est que chacun se compare à soi-même. C'est ce que j'allais dire. Là, finalement, on est en compétition d'abord et avant tout à Oui. soi-même, puis on se voit l'amélioration d'une fois Oui. à l'autre. Oui. On peut toujours compétitionner un petit peu avec son voisin. Puis vous savez, au Québec, il y a seulement un champion. Dans le monde, il y a seulement un champion. Ouais, ouais, Alors, il ouais. ne faut pas se comparer à eux. Non. Surtout pas quand on commence. C'est bien. Et on ne dira jamais assez, mais le Scrabble, au-delà d'un loisir fort intéressant et passionnant, il y a des bienfaits à jouer au Scrabble. Mais je pense que pour les enfants, on peut dire que ça aide beaucoup pour l'orthographe, la grammaire, la mémoire. Pour les plus âgés, la mémoire. On travaille beaucoup notre mémoire et ça aide à prévenir certaines maladies qui arrivent avec l'âge. La concentration. La concentration, parce que c'est sûr que dans une salle où il y a une compétition, par exemple, où, on a les parties régulières chaque semaine, les parties amicales, mais il y a aussi la compétition qui se fait. Dans ce temps-là, on peut entendre voler de mouches. Oui, il y a des compétitions, effectivement, parce que là, vos rencontres sont des rencontres amicales. On compétitionne contre soi-même, et comme je dis, peut-être notre voisin, si ça nous tente. Mais il y a des compétitions, il y a même une compétition internationale. Oui, il y a des compétitions. Il y a environ 64 clubs au Québec, là. Alors, plusieurs de ces clubs-là organisent un tournoi une fois par an, la plupart une fois par an. Et tous les joueurs qui sont membres de la fédération peuvent participer à ces tournois-là. Une fois par année, il y a le championnat du Québec. Et une fois par an, il y a aussi le championnat mondial de Scrabble qui a lieu dans différents pays. Cette année, il y a eu lieu à Montauban, en France. Et l'an prochain, ce sera au Québec, à Trois-Rivières. Écoutez, l'an prochain, championnat mondial, ça va susciter de l'intérêt. Écoutez, il me reste juste quelques secondes, Oui, mais je vois le dictionnaire sur Oui. la table et je veux quand même mentionner que c'est un dictionnaire qui est publié par Larousse, qui qui est l'officiel, est d'ailleurs, c'est l'officiel. son nom. Et vous êtes co-auteur. Oui, Alors, écoutez, c'est un honneur. On est honoré de vous recevoir aujourd'hui. merci. Écoutez, Mme Diane Pouliot, on invite les gens à aller faire un tour, essayer, Oui, aller à vos rencontres. Et on vous remercie beaucoup d'être venu ce matin nous en ça a été parler. un plaisir. Merci. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe? Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme. Le Club Optimiste, vous connaissez? Eh bien, vous en connaîtrez davantage après avoir rencontré notre invité, M. Rosaire Turcotte, du Club Optimiste de Belleuil. Bonjour, Rosaire. Bonjour. Le Club Optimiste de Belleuil, ça existe depuis plusieurs années quand même. En fait, nous sommes dans notre 60e année. Oh là! On a fêté dernièrement un repas avec les membres et certains clubs pour souligner notre 60e année cette année. Par contre, je voudrais vous dire que le mouvement optimiste est né en 1911 à Buffalo. Et ce mouvement-là a été créé par des gens d'affaires qui voyaient les jeunes qui traînaient dans les rues et qui n'avaient rien à faire. Alors,
À partir de ce moment-là, il y a donc eu des activités qui ont été créées, des activités sportives, mais aussi des activités intellectuelles et artistiques. Et toutes ces activités-là, on les retrouve quand même encore pas mal aujourd'hui avec les activités que nous, on fait tout au long de l'année avec les jeunes. Alors, c'est le but, vraiment l'objectif du club, c'est l'organisation d'activités pour les jeunes. En fait, le premier but qu'on a, on a une moto chez le Club Optimiste qui est inspirer le meilleur chez les jeunes. Donc, on va tenter avec les jeunes de leur demander ou de leur faire savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie et qu'est-ce que tu aimerais faire. On a des activités, une qui est carrière de rêve. Carrière de rêve, souvent, un jeune a l'idée de dire, ben moi, j'aimerais ça être informaticien, j'aimerais ça être électricien, j'aimerais ça être plombier, j'aimerais ça être pilote d'avion, j'aimerais ça être caméraman ou réalisateur. À partir de ce moment-là, lorsque le jeune, on sent qu'il est vraiment intéressé, on va lui faire vivre une journée de rêve sur son projet d'avenir. Et on en a quelques-uns qui ont passé. J'en ai un qui est rendu réalisateur à Radio-Canada. J'en ai un qui est pilote. Bien, moi, j'en ai un, je dis au niveau du club, qui est rendu pilote de F-16 à Québec. Donc, ces activités-là font qu'il y a un stimuli qui vient et souvent l'élève va continuer ou va aller plus loin dans sa démarche. Est-ce que les activités que vous mettez en place ou soutenez, ce sont toutes des activités que le club crée, organise, ou si vous soutenez d'autres organismes on va soutenir d'autres organismes dans leurs activités, mais en ce qui concerne les jeunes, c'est le Club Optimiste qui va partir les activités, souvent avec l'idée soit des personnes membres du club ou encore de parents qui ont un intérêt de stimuler une activité pour leurs jeunes. À partir de ce moment-là, c'est sûr que nous, on va tout mettre en marche avec nos connaissances, les gens qu'on a, les gens de la région, cette démarche-là pour que l'activité puisse se réaliser. Alors, oui, on va avec les autres clubs. On va souvent soutenir, par exemple, l'arrière-scène, où c'est des jeunes qui sont là. On sait que c'est du théâtre pour les jeunes, donc on va aller faire le soutien de l'accueil. On va soutenir la Maison des jeunes. Il y a quelques années, on a créé une salle d'art à la Maison des jeunes à Mont-Saint-Hilaire. Ici, à Belleuil, dans la Maison des jeunes, on a aussi aidé à faire ce qu'on appelle le labyrinthe lors de l'Halloween, par exemple. Et en parlant d'Halloween, bien, on est avec la ville de Belleuil depuis quelques années. Un soutien, on va faire entre 600 et 700 sacs de bonbons qu'on va remettre aux jeunes qui vont passer l'Halloween dans Belleuil. Alors, d'autres organismes, oui, Chevalier de Colomb, parce qu'on fait aussi un don sur les sacs d'école pour les jeunes en septembre pour les familles défavorisées. Et ce sont les membres du club. On parle de combien de membres comme ça qui s'impliquent? Actuellement, on varie entre 30 et 40 membres annuellement. Actifs, on est probablement une quinzaine de membres, mais la plupart des membres vont s'impliquer selon l'activité qui sont là. Alors, les membres qui viennent chez nous, ils sont membres à l'année, mais il n'y a pas l'obligation d'être bénévole pendant tant d'heures par semaine. Alors, tu as une activité, tu aimerais t'impliquer, alors on t'accueille et on va te faire une place, c'est certain. Alors, si on est membre chez vous, on est bénévole, on y va selon notre rythme et surtout selon nos goûts, selon l'activité qui te motive aussi. Et souvent, je vous avouerai qu'il y a souvent des activités qui viennent des membres. Donc, un membre peut faire une suggestion, dire est-ce qu'on pourrait faire telle ou telle activité? Alors, si on est en mesure de le faire, bien, c'est les membres ensemble qui vont dire oui, on y va, on fait ça telle date, on annonce ça, ou on fait ça, ou on rejoint un tel. Donc, c'est plus une participation communautaire. Oui. Tout ça dans un seul but, c'est d'inspirer le meilleur chez les jeunes. Alors, c'est ça qui est l'idée, de faire des activités qui vont aider les jeunes, soit dans une démarche personnelle ou encore une démarche communautaire.
Si je comprends bien, ce n'est pas toujours des activités répétitives que vous faites à chaque année. Il doit y en avoir. Il y en a. Mais vous êtes toujours en mode création, imagination, faire mieux, faire plus. Moi, je pense que les gens se souviennent de la pandémie qu'il y a eu. Alors, cette pandémie-là a fait qu'on était obligé d'arrêter certaines activités. Il n'y avait plus moyen de se rencontrer, il n'y avait plus moyen d'aller faire des démonstrations ou encore aller chercher ou cueillir des jeunes dans les écoles pour les faire participer. Alors oui, on a repris des activités qu'on avait, mais on essaie d'en créer d'autres. Il faut être créatif un peu à ce niveau-là. Et vous vous rencontrez sur une base régulière? On se rencontre, tout le monde, là, 2 fois par mois. En fait, c'est aux 2 semaines. Et on fait un souper ensemble. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on jase. C'est un peu du social aussi. Vous savez, quelqu'un qui rentre dans la région, qui veut connaître des gens, c'est aussi un moyen de faire connaissance avec d'autres personnes. Et comment vous financez ça? Le financement vient une partie, c'est toujours du bénévolat. 2 fois par année, une fois par année, on fait un festin aux homards. Donc, on va préparer le festin aux homards. On va accueillir entre 350 et 400 personnes. On a déjà eu plus que ça. Mais là, on se limite à 400 personnes. Où on va faire un festin avec homard à volonté. Et l'autre financement, c'est la vente de gâteaux aux fruits. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui savent c'est quoi les gâteaux aux fruits. Bien connue. Exactement. Donc, c'est une partie de notre financement. Ceci nous permet, juste pour vous faire mention, que cet argent-là est distribué directement aux jeunes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas personne sur le club qui se paye. Donc, toutes ces activités-là nous permettent de donner entre 15 et 20 000 $ par année à des activités jeunesse. Ça veut dire que 100 des 100% bénéfices sont investis oui, directement. Exactement. Alors, je pense qu'on lance l'invitation aux gens de devenir membres, ou on pourrait assister à une de vos rencontres, voir on est aux 2 semaines au restaurant Mike's à Belleuil. Oui. Ils peuvent venir, frapper à la porte, rentrer, on va les accueillir, ils peuvent regarder comment ça se passe, c'est qui les gens qui sont là, parce que c'est aussi une relation personnelle. Oui. Hein? Il y a des gens avec qui on s'entend. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez sûrement un secret pour motiver vos bénévoles de cette façon-là, parce que depuis 60 ans, vous avez encore une équipe qui organise plein de choses. Alors, M. Rosaire-Turcotte, on vous souhaite beaucoup de membres, beaucoup de belles activités et des jeunes très allumés. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Avez-vous remarqué que les bénévoles sont souvent actifs dans plus d'un organisme? La meilleure explication est sans doute la satisfaction de faire œuvre utile, de faire une différence et de contribuer à la réussite d'une mission à laquelle on croit. Mais par où commencer? C'est très simple. Vous aimez une activité, approchez la personne responsable et dites simplement « Comment puis-je vous aider? » Don't ever